Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Autour du Plan. Autour du Plan, une émission d'analyse des questions politiques de la République démocratique du Congo. Pour ce soir, nous allons parler de la tournée du chef de l'État. Le chef de l'État, vous le savez, il est passé par Israël, Rome et puis Glasgow. Nous allons débriefer en tout cas ces passages du chef de l'État, cette tournée. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne de ces déplacements du chef de l'État? Nous allons également parler de son retour tonitruant en République démocratique du Congo. Pourquoi cette mobilisation? Nous allons nous poser la question. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons également de l'état de siège. Nous tenterons de faire un état des lieux de cette mesure exceptionnelle décrétée par le chef de l'État. Est-ce que jusque-là, il y a des avancées significatives? Et puis nous parlerons également de l'UDPS. Nous allons nous poser la question si c'est une nouvelle crise qui veut naître au sein du parti politique du chef de l'État. Et pour en parler ce soir, nous recevons un cadre de l'UDPS, un avocat de profession. Il s'agit bien de Maître Richard Mpinda, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir pour une première. Nous pensons que nous allons passer un bon moment ici. Et ce moment qui devra en principe être beaucoup plus profitable à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, pour qu'ils comprennent réellement ce qu'il y en est. Où est-ce que nous allons avec la gestion de la ressource publique? Et voilà, Maître Richard, une première, comme vous l'avez si bien dit, sur les plateaux de Télé Plus. Votre appréciation? Ben, écoutez, je suis sur un plateau bien présenté. J'ai l'impression de vouloir y passer toute ma vie. Je me retiens. Vous pour que l'on ne me montre pas à la télé prétextant que je ne veux plus partir d'ici. C'est un cadre agréable et nous pensons qu'à côté de ce cadre, nous essayerons de nous élever à la hauteur de ce cadre ici pour offrir à nos téléspectateurs, bien sûr, le vôtre, qui devienne le nôtre, un débat à la hauteur et un échange qui pourrait être aussi pédagogique et instructif pour certaines personnes et permettre à ce que nous puissions, j'insiste, que la gestion de la ressource publique que nous avons, c'est une façon pour nous d'apporter à l'opinion où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous poursuivons par de suite. Et voilà, je retiens quelque chose de très important, des analyses pédagogiques. C'est en tout cas ce dont nous avons besoin au cours de cette émission. Maître Richard Mpinda, je le disais tantôt, vous êtes avocat de formation et de profession, vous êtes cadre de l'UDPS, mais également vous êtes initiateur d'une structure qui s'appelle Yabiso Mpinda. Que cela signifie? À quoi ça sert? Je voudrais d'abord partir du principe que beaucoup de gens me le disent. N'est-ce pas là un héritage familial parce qu'il s'agit du nom Mpinda que l'on mettrait en exergue pour éventuellement, comment dire, coloniser ceux qui viendront suivre cette philosophie ou cette pensée ou cette façon de voir les choses. Nous disons d'emblée non. Nous sommes partis de la signification du nom, j'allais dire, concept Mpinda. En fait, sous d'autres cieux, par exemple, vous avez en Zimbabwe, le nom Mpinda veut dire pont. Alors, chez nous ici en RD Congo, là il ne faut pas non plus confondre Mpinda et Pinda. Pinda veut dire pile Pinda avec M. Voilà. Les gens ont tendance à confondre. Quand on dit Pinda, c'est un pile au face, le jeu pile au face. Quand on dit Mpinda, c'est un oiseau de bon augure, c'est-à-dire un messager. C'est celui qui est censé apporter la bonne nouvelle aux autres pour éventuellement qu'on en arrive à s'en réjouir. Alors, nous avons dit pont, nous avons dit Mpinda. Il faut établir le pont entre la réflexion et l'action qui devra assurer le développement de la République. Et nous pensons que tout Congolais soucieux, sans considération d'appartenance politique, sans considération d'appartenance tribalo-ethnique, nous sommes appelés à nous mettre tous ensemble. Le plus grand problème que nous avons, c'est que l'unité du Congo
pour assurer le développement de la République pose encore problème jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous avons pensé au sein de ces cadres ici, faire profiter de tout Congolais qui a une pensée, qui a une idée, qui a une façon de voir les choses, qui pense éventuellement que nous pourrions mettre en action pour rassurer et assurer le développement de la République. Il est les bienvenus parmi nous et éventuellement nous allons cheminer ensemble et prendre nos réflexions, mettre à la disposition de ceux qui décident, non pas seulement rester les bras croisés et attendre qu'ils agissent par eux-mêmes, c'est-à-dire que nous suivons, nous veillons pour que cela se fasse. Si ça ne se fait pas, au lieu de sortir dans la rue pour clamer les élections, nous allons plutôt sortir pour que des solutions immédiates soient trouvées. Voilà. Vous êtes cadre de l'UDPS, je le disais tantôt, votre structure n'a rien à voir avec le parti? Ma structure est alliée, mais n'est pas partie intégrante à l'UDPS. Voilà. Maître Richard Mpinda, c'est lui notre invité de ce soir, je précise, Richard Mpinda. Si on était en France, les Français allaient dire Mpinda. Voilà, Maître Richard Mpinda, le pont. C'est avec vous que nous allons analyser. J'aimerais que nous soyons beaucoup plus pédagogiques, comme vous-même vous l'avez dit. Nous allons commencer avec cette tournée du chef de l'État. On a vu le chef de l'État en Israël, aller à Rome, au G20 et puis Glasgow pour le COP 26. Aujourd'hui, avec cette tournée du chef de l'État, Maître Richard Mpinda, qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné? Ok. Je voudrais d'abord, comme vous l'avez commencé, je vais suivre cet ordre que vous avez établi. Je voudrais commencer par l'Israël. Je voudrais que nous puissions nous imprégner de comment fonctionne le monde. Oui. Le monde est dirigé par les puissances. Ces puissances sont soit économiques, principalement économiques, puisque les relations internationales sont des relations d'intérêt. Ce ne sont pas des relations d'amitié. C'est là où moi je dis c'est aussi une très vaste et grande distraction lorsque les gens se sont apaisantis sur le fait que Macron n'aurait pas serré la main au président de la République et que le président de la République serait en train de se faire des accolades avec Joe Biden. Ça n'a rien à voir avec le social du Congolais. Ça n'a rien à voir avec le social du Congolais. Ce qui est prioritaire est celle de savoir qu'est-ce que nous en tirerons. Je voudrais ici vous faire appel d'une réalité mondiale. C'est-à-dire qu'à ce jour, la deuxième minorité au monde la plus protégée, ce sont les Tutsis. Ok? Pourquoi j'en fais allusion? Parce qu'ils se disent descendants de Juifs ou qu'ils sont protégés d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous rendre compte que les Tutsis sont représentés dans tout ce qui est structure diplomatique ou structure internationale. Certains même se faisant passer pour les Congolais. Vous avez Bizi Makara, au nom de Tutsi, de l'Empire Ima Tutsi. Ils sont retrouvés même aux Nations Unies, ils sont retrouvés même aux affaires étrangères, c'est-à-dire qu'ils détenaient le cœur, même le poumon mondial ou la représentativité mondiale de la République démocratique du Congo. Et cela a dû influencer beaucoup de choses en notre défaveur et en faveur du Rwanda. Et vous allez vous rendre compte encore d'une chose, qu'aujourd'hui, au nom de cette minorité, de la deuxième minorité la plus protégée du monde, vous avez le 400 000 personnes qui ont été, moins de 400 000, 800 personnes qui ont été tuées au Rwanda, ok, qui, pendant les génocides, ils en ont fait, comment dire, la promotion, ils en ont fait, comment dire, une marchandise pour vendre l'image de cette minorité qui pouvait éventuellement être éradiquée sur la surface du monde. Vous conviendrez aussi avec moi que les relations internationales ou la guerre qui nous est menée ou que nous menons avec très souvent par le Rwanda n'est pas l'œuvre du Rwanda exclusivement. C'est-à-dire qu'on se sert du Rwanda pour éventuellement nous atteindre. Mais on cherche à nous atteindre pourquoi? Tout simplement parce que nous représentons un potentiel qui est envié, qui est convoité par tout le monde. Alors, j'en reviens pour dire que la présence du président de la République, c'est d'abord, premièrement, pour s'assurer auprès de ceux qui tirent les ficelles, okay, qu'il est temps que nous puissions agir autrement, que nous puissions agir dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que de façon gagnant-gagnant, que chacun se retrouve. C'est-à-dire que vous venez acheter les matières premières auprès des institutions de la République, c'est-à-dire auprès du gouvernement. Donc les tireurs des ficelles sont les Israéliens.
Bon, je vais encore vous expliquer autre chose. Vous savez, le monde est dirigé par les Nations Unies. Oui. Et vous avez des structures qui s'en suivent. Vous avez la Banque mondiale, par exemple. Vous avez les Fonds monétaires internationaux. Les Fonds monétaires internationaux, c'est ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Okay. Ouais. Les institutions de Bretton Woods sont dirigées par deux clubs. On parle du club de Paris et on parle du club de Londres. Le club de Paris, il est constitué de grands États, des nations qui sont forts économiquement. C'est-à-dire vous avez la France, vous avez ainsi de suite, le FMI et tout ce que vous voulez qui s'en mêlent, ainsi de suite, tout ça. Alors vous avez les institutions, plutôt le Club de Londres. Le Club de Londres est constitué des personnalités, des personnes qui ont beaucoup plus d'argent. Ici, on voit plus les entreprises, les grandes entreprises. Vous avez les multinationales, les Microsoft et ainsi de suite, tout ça. Ok. Ces grandes entreprises représentent ce qu'on appelle le multinational. Ce sont eux qui viennent faire la guerre. Vous voyez que c'est vraiment toute une architecture bien organisée et bien structurée. Alors, lorsque vous allez auprès de ceux qui dirigent le monde, puisque le monde est dirigé par des individus, c'est-à-dire lorsque nous devons nous chercher des alliés. Lorsque nous allons vers l'Israël, c'est tout simplement parce que l'Israël représente un poids politique dans le monde. Oui. Lorsque nous entretenons des bonnes relations, nous pensons que ça va exactement en notre faveur. De la même manière que les autres, le Rwanda l'a fait pour en arriver à recevoir la protection et de tout ce que vous voulez. Alors, vous conviendrez aussi avec moi que la mission principale du président de la République, c'est de s'ouvrir au monde. C'est de dire que nous sommes là. Nous avons été longtemps absents. Les relations sont chaotiques avec l'Israël, c'est maintenant 40 ans. Les relations, l'absence même au COP 26, ça fait une vingtaine d'années que nous n'y allons plus. Et vous savez, le G18 le G20 plutôt joue un rôle aussi déterminant. Les G20, ce sont les pays les plus industrialisés. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire que dans la pollution du monde, ils jouent un rôle important et prépondérant et déterminant. Si aujourd'hui, où nous en sommes, vous avez suivi la journée d'hier, vous avez certainement remarqué que la journée d'hier et d'aujourd'hui a été caractérisée par une très forte chaleur. Tout cela, c'est l'influence du réchauffement climatique. Et la République démocratique du Congo représente le premier poumon. Hier, nous étions le deuxième. Aujourd'hui, nous en sommes devenus premiers. Pourquoi? Parce que le Brésil, plutôt, j'allais dire, est en train d'exploiter les forêts de l'Amazonie. Exactement, exactement. Aujourd'hui, nous avons la première place. C'est-à-dire que nous représentons l'avenir du monde. Si vous voulez que le monde devienne de plus en plus désertique, exploitons cette forêt-là. Mais ici, la question que nous nous posons, le monde nous impose de ne pas exploiter nos forêts. Mais quand le monde nous impose de ne pas exploiter notre forêt, nous sommes le premier poumon, comme vous l'avez si bien dit. Mais au retour, qu'est-ce que nous gagnons? Voilà ce que j'ai dit. Le président de la République, en étant présent, il a dit, OK, nous souhaitons ne pas exploiter nos forêts. OK, en contrepartie, nous devons recevoir 44 milliards de dollars. Eh bien, le fait est de se retrouver là. Il y fallut pour lui avoir 1,5 milliard de dollars déjà. OK, mais la mauvaise nouvelle que je viens de suivre... On n'a obtenu que 500 millions quelque chose. 500 millions de dollars. Alors... C'est insignifiant quand même pour la République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons nous en réjouir quand nous obtenons la modique somme de 500 millions de dollars? Et je vois d'autres personnes qui s'en réjouissent quand même. Bon, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne font pas la même lecture que je la ferai tout à l'heure ici. Bon, je serai obligé d'enjamber le deuxième point aussi. Pourquoi? Parce que ça a un rapport. Vous savez, nous devons être maintenus tels quels à l'état où nous sommes. C'est-à-dire à l'état de commandeur. C'est ça en fait la philosophie. La politique de la main tendue. La politique de la main tendue. Mais cette politique est ça voulue. Ne nous honore pas quand même. Je vais en venir. Cette politique est voulue. Beaucoup vous crient, vous disent, ben, écoutez, l'insécurité à l'est de la République, mais ils ne comprennent pas l'enjeu. La vraie guerre à l'est de la République a cessé avec Mouzé. Lorsque Mouzé est mort, cette guerre a cessé. Les différentes guerres qui s'en sont suivies, ce sont des guerres économiques. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Nous avons commencé avec les RCD Goma. Les RCD Goma partis, quelques éléments du RCD de Goma sont allés créer le CNDP. Le CNDP inséré, intégré au sein de l'armée, juste pour fragiliser. Voilà, ainsi de suite. C'est pour dire que ce sont les mêmes personnes. En principe,
Si c'était les RCD Goma qui ne se retrouvaient pas, ils pouvaient se retirer, aller faire la guerre. Mais c'est-à-dire que lorsqu'ils occupent, ils en cherchent d'autres au Rwanda, ça et là, ainsi de suite, tout ça, ils intègrent. C'est ainsi que nous parlons de l'infiltration de l'armée de la République démocratique du Congo et consorts. J'en viens maintenant pour dire ceci. C'est-à-dire que la situation à l'est de la République, elle est purement économique. Elle a des influences, des ramifications. Au jour d'aujourd'hui, vous devez constater une chose. Je suis de ceux qui pensent que la tête de Kabila devrait être arrachée. Je suis de ceux qui pensent que Kabila doit faire la prison. Je suis de ceux qui pensent que Kabila ne doit pas se balader librement parce qu'il a amené le pays où il a amené. Mais j'émets un bémol, s'il vous plaît. J'émets un bémol pour dire ceci, que je félicite Kabila pour une seule chose. C'est-à-dire pour avoir organisé les élections sur fonds propres. C'est-à-dire que les élections de 2018 ont été organisées sur fonds propres. Mais quel en est l'intérêt? L'intérêt, c'est que, ayant organisé les élections et financées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, cela implique que personne ne pouvait nous dicter comment faire les choses. C'est-à-dire comment organiser les élections. C'est-à-dire que nous avons organisé les élections selon la République démocratique du Congo. Depuis l'histoire, la genèse de l'histoire, la genèse de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois que nous puissions agir ainsi. Et la joie dans cette affaire, c'est que on ne vient pas nous dicter. Voilà comment ça se passe avec la communauté internationale. C'est-à-dire qu'ils viennent vous dire, pour que nous puissions financer telle étape, vous devez nous donner telle assurance. Les assurances, par exemple, ils vous diront, nous devons certifier les élections. Lorsqu'ils certifient les élections, c'est-à-dire que la personne qui devra être publiée des élections-là n'émanerait pas de la réalité des urnes. Ça sera quelqu'un que eux veulent. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a publié le président Tshisekedi, les Drian a crié tout haut pour dire, écoutez, c'est un arrangement à la congolaise qui en fait n'était pas impliqué, ainsi de suite, tout ça. Alors, raison pour laquelle j'ai dit, c'est les élections organisées pour la première fois par Kabila a permis à ce que nous puissions nous assurer une autonomie électorale. D'ailleurs, les élections, c'est un symbole de la souveraineté. Je remercie aussi je jette des fleurs au président de la République parce que lorsque le bureau de la CENI a été mis en place, j'ai suivi le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale qui ont déclaré pour dire que non, il y avait de l'argent et que nous n'allons pas avoir la main tendue vers l'extérieur pour éventuellement financer les élections. La prévenue d'ailleurs, il a été déjà débloqué 100 millions de dollars pour éventuellement assurer. Non, laissez-moi y aller. Je suis en train d'évoluer, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. D'accord. Excusez-moi, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Alors, vous avez dit que c'était pédagogique, nous l'avons dit. Nous sommes mis d'accord là-dessus. Alors, les élections vont être encore financées par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous dicter qui va être candidat président de la République ou pas du tout. Ça sera l'expression du suffrage universel seul qui va compter. Alors, le président Tshisekedi a une responsabilité et il est en train d'entamer, d'exécuter, de mettre à jour une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut nous assurer maintenant une autonomie économique. En quoi faisant? Vous vous êtes rendu compte de où nous en sommes rendus aujourd'hui avec la mobilisation des recettes. C'est-à-dire qu'il démontre à suffisance que nous évoluons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par de suite? Il nous faut financer les projets de développement. Et à ces jours, vous avez suivi les ministres de plan qui est dans des provinces pour éventuellement qu'arriver en 2000, identifier d'abord les projets, les besoins des provinces pour éventuellement les financer d'ici 2022. C'est-à-dire que nous y allons dans peu de temps. Ce sont des projets de développement qu'on devra financer. Maintenant, le parallélisme de ce que je viens de faire maintenant. Et la tournée du chef de l'État. Voilà. Avec la tournée du chef de l'État, j'ai COP 28, l'argent que nous avons reçu, ainsi de suite, tout ça. Exactement. G20. Et la guerre à l'Est. Premièrement, nous attendons, le président de la République dit, pour que nous n'exploitions pas nos minéraux, et plutôt notre forêt, il faille pour nous que vous mettiez à notre disposition 44 milliards de dollars. Et on ne nous donne que 500 millions de dollars. Et un pays pollueur tel que l'Afrique du Sud, on lui donne 8 milliards de dollars. Quel parallélisme. Quel contraste. Et quel contraste. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens de pression qu'ils vont faire sur vous pour que vous n'exploitiez pas la forêt. On vous donne 500 millions de dollars. Ils savent que nous avons beaucoup de problèmes. Ils savent que ces problèmes-là, avec 500 millions de dollars, ils vont être absorbés. Et rien ne sera résolu. Et nous allons continuer à voir quoi? Avoir la main tendue et rester dans cette statico ante, dans cet état précaire des quémandeurs.
Alors, on vous donne cet argent-là. Pendant qu'on vous donne cet argent-là, on vous suscite encore certains individus à l'est de la République qui vous font la guerre. C'est-à-dire que certains éléments du M23, qu'ils contrôlent, qu'ils savent, qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire que vous allez encore prendre le peu d'argent qu'on a mis à votre disposition, avec le peu d'argent que vous avez collecté, les recettes, ainsi de suite, tout ça, financer les guerres. La guerre n'assure pas le développement. C'est-à-dire que ce sont des projets qui vont absorber l'argent et qui ne vont pas apporter les solutions. Pendant que l'on est en train de réfléchir, excusez-moi, pendant que l'on est en train de mobiliser les recettes, pendant qu'on est en train de réfléchir sur le développement du Congo, on vous pollue la rivière Kasaï. Ok? C'est maintenant les populations qui en tombent malades. C'est aussi des projets, c'est aussi des besoins, c'est aussi des nécessités qu'il faille financer pour que vous ne puissiez pas vous assurer votre développement. Et pourtant, le développement de la République ne viendra pas de l'Occident. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, Kabila a été avec l'Occident. Mais dans tout cela, qu'est-ce que vous préconisez? Voilà ce que nous préconisons. Voilà ce que, quand je dis nous ici, nous préconisons, je vois Yabisson Pinda qui pense que le développement de la République, c'est lorsque nous prenons d'abord conscience, nous Congolais. C'est-à-dire que le Congolais, vous avez de l'intelligence. Ok? Je vous prends une illustration. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision. Ok? Oui. C'est-à-dire que les Congolais ont désiré investir dans le domaine... Dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Ok? Oui. Il y a beaucoup de Congolais, la plupart d'entre eux, ils viennent de l'extérieur. Ok? Oui. Ils viennent, ils font tel quel, ils se regroupent, ils sont devenus, ils sont dans le milieu. C'est-à-dire qu'on a apporté du travail, qu'on a permis aux gens d'être là, éventuellement, et tout ce que vous voulez. Mais c'est de la même manière que le Congolais qui a de l'intelligence pour entreprendre, pour financer un projet, pour créer une entreprise, peuvent aussi les faire pour que nous puissions, à notre niveau, développer notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont là, ces besoins peuvent trouver des réponses. Et ici, moi j'en appelle à la conscience de tous les Congolais qui doivent s'investir. Et l'État aussi a une part de responsabilité. C'est-à-dire que la part des responsabilités de l'État, c'est de créer un cadre qui permettrait à tout Congolais, surtout ceux de l'étranger, ok? Je pense aussi qu'il est le numéro 1 de la chaîne de l'étranger. Non, malheureusement. Prenons comme ça. Nous disons que tous ceux qui sont de l'étranger puissent éventuellement venir avec, puisque les capitaux, ils en ont. S'il faut voir que, s'il faut faire l'évaluation de tout ce qui vient de l'extérieur... Donc mettre fin à la politique de la main tendue? Pour mettre fin à la politique de la main tendue, il faut que tout Congolais s'investisse, qu'il s'implique pour le développement de ce Congo. Vous avez 2 ou 3 personnes qui vendent la même chose, ils peuvent se mettre ensemble. Créer une grande entreprise et employer beaucoup de gens. Maître Richard Mpinda, je crois que, selon vous, si je peux vous résumer en quelques mots, bien que les 500 millions de dollars nous octroyés par le COP26 ne va pas résoudre les problèmes des Congolais, mais quand même, les voyages du chef de l'État ont apporté beaucoup et sur le plan diplomatique, exactement, on peut s'en satisfaire selon ce que vous avez pensé. Mais on a vu le chef de l'État rentrer au pays. Vous, de l'UDPS, vous avez fait une forte mobilisation, aller accueillir le chef de l'État, il revenait de tourner, ainsi de suite. Quelle était l'importance de cette mobilisation en ce net moment? Voilà. D'abord, c'est un contre-message que nous avons envoyé. Vous conviendrez avec moi que le président de la République, lorsqu'il a pris son avion pour quitter le pays, lors du retour de son cortège, il a été caillassé. Oui. Ça, c'est connu de tout le monde. Une parenthèse, mon seul regret, c'est qu'aucune enquête n'a été ouverte sur cette question-là. Et nous pensons qu'il y a une responsabilité. Les responsabilités doivent être établies pour que chacun réponde de ces actes-là. Il a été caillassé parce que la population ne voulait plus de lui. Hein, parce qu'il y a un président qui est aimé, on ne peut pas quand même le caillasser. On doit être très clair. C'est ça le message qu'on a voulu faire passer. C'est ça le message en fait qu'on a voulu faire passer. Et bien, quand il revient, quoi de plus normal que nous nous disions le contraire. C'est-à-dire que nous contrions ces messages-là pour dire que, écoutez, nous voulons de lui. Quand je dis nous ici, vous avez vu toutes les tendances confondues. C'est-à-dire que c'était seulement l'union sacrée. Hein. C'était seulement l'union sacrée. J'ai vu ma belle-mère à politique, ok,
aller accueillir Tshisekedi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un des ensembles de Moïse Katumbi aller accueillir le chef de l'État? J'ai vu certains de l'UNC qui ne sont pas partis. J'ai vu seul Baudouin Mayo. Il était le seul. D'ailleurs, au sujet des députés, nous allons parler des députés. Parlons d'abord des militants. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que... vous avez voulu passer un message. Beaucoup sont ceux... J'ai dit... D'ailleurs, je n'ai dit pas nous. Je ne voudrais pas nous approprier cet événement-là. La population a réagi. La population n'a pas réagi d'elle-même. La population a été mobilisée par certaines personnes. Tout à fait. Nous avons dit que nous allons accueillir le président de la République. Nous avons même été surpris de voir tout ce monde-là. Nous attendions que ce ne soit que l'UDPS. Et ici, en passant, certains ont dit que l'UDPS aurait... comment dire, les billets des banques auraient circulé pour cette mobilisation. On parle de plus de 28 millions de dollars dépouillés de caisses du Trésor, qui auraient été dépouillés des caisses de la caisse du Trésor public. C'est très amusant. Ça, c'est mal connaître l'UDPS. Vous savez que l'UDPS a été 37 ans durant, ok, sans avoir des ressources du gouvernement, sans être plutôt dans la gestion de la chose publique, et l'UDPS a tenu pendant tous ces temps-là. C'est-à-dire que nous avons notre façon de faire. C'est-à-dire lorsqu'un mot d'ordre est donné, l'argent sort de nos poches. C'est-à-dire que nous militants, nous membres de l'UDPS, nous sortons l'argent de nos poches. Vous également, personnellement, vous avez sorti quelque chose pour cette organisation? Oui. C'est-à-dire que dans ma cellule de la 10e rue, cellule résidentielle, j'ai contribué. L'UDPS n'attend rien d'en haut. Et tous ces députés de l'Union Sacrée qui sont venus, les bus Transco qui ont été mis à leur disposition, oui. C'est l'UDPS qui a sorti son argent. Non, attention. Il n'y a pas eu que l'UDPS. Vous parlez de l'Union Sacrée. Je parle de l'organisation au niveau de l'UDPS. Les autres se sont aussi organisés. Bon, parlons maintenant de ces députés-là. On a vu Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, faire un communiqué appelant tous les députés de venir accueillir le chef de l'État. Mais nous sommes en démocratie quand même, Richard Pinda. Il y a la séparation de pouvoir. On ne peut pas demander à une institution de venir accueillir une institution sœur. La séparation du pouvoir oblige quand même. Pourquoi est-ce que le président de l'Assemblée nationale a demandé aux députés de venir accueillir le chef de l'État? Déjà, je voudrais vous relever ce qui suit. Quand on dit chef de l'État, c'est la seule institution qui, en son sein, renferme les 3 pouvoirs. Le président de la République légifère par ordonnance. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Le président de la République est le magistrat suprême. Il est le seul au sein duquel l'on retrouve les 3 pouvoirs. Ça, c'est d'abord un fait. Mais ce n'est pas pour autant... ce n'est pas pour justifier le communiqué de Mbosso. Oui. Puisque vous avez dit une institution seule, sœur plutôt, vous avez dit. Ok, ici, je voudrais tout simplement relever que ça n'a rien à voir avec les institutions. Moi, je condamne. C'est-à-dire que je Mbosso a signé ce communiqué en tant que président de l'Assemblée nationale. Je condamne cela. J'ai dit que Mbosso avait mieux à faire, avait plus important à faire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez le ministre de l'économie qui, à un moment donné, vous conviendrez avec moi, avait promis que nous aurons des chinchards, plutôt j'allais dire, sur le marché. Oui. Le 4 à 6 semaines qu'il avait donné, plus rien. Mais en principe, le Parlement devait l'inviter pour qu'il rende compte. Ce n'est pas ça le travail du Parlement. Le Parlement ne devait pas se retrouver là-bas, ou l'Assemblée nationale ne devait pas se retrouver là-bas pour aller accueillir le président de la République, et le président de la République n'avait pas besoin de ça. Ils ont un travail à faire. Ils ont plus important que ça à faire. Le président de la République l'a dit ceci. Il insiste pour que nous puissions revendiquer le mieux-être de nos populations, pour que nous puissions revendiquer, revendiquer à ceux qui ont reçu la gestion de la chose publique, de faire quoi? D'améliorer notre façon de faire, plutôt notre quotidien. Mais ils le feront comment?
au lieu que le Parlement soit préoccupé à faire ce qu'il doit faire, et il se retrouve là-bas. Ici, je condamne parce que la deuxième composante de l'institution Parlement se retrouvait là-bas en tant qu'institution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un communiqué officiel demandant à ce que les gens se retrouvent à l'aéroport. Mais par contre, à titre individuel... Les députés ont abandonné leur palissade pour venir s'entasser dans des bus Transco. À titre individuel, les députés peuvent aller accueillir le président de la République. Mais cela n'était pas quand même à titre individuel. C'est ce que j'ai dit. Ils pouvaient aller le faire. Le fait est que cela ait été officiel. C'est-à-dire qu'ait impliqué l'institution Parlement par l'une de ses chambres. Cela constitue une entorse. Et nous pensons qu'il y avait mieux que ça à faire. Est-ce que vous croyez que Mbosso, ayant travaillé avec Mobutu, il veut prendre des stratégies qu'on a utilisées à l'époque de Mobutu pour le rendre le roi des rois, pour le rendre le guide suprême? Ce sont les mêmes méthodes que Mbosso veut amener avec Félix Tshisekedi. Lorsque vous l'entendez appeler les honorables députés citoyens, vous sous-entendez, vous comprenez, vous en déduisez que des séquelles mobusiennes existent encore. Mais je pense que le vent de l'UDPS est plus fort que ça. Nous ne sommes pas de ceux qui... Nous n'avons pas combattu les pratiques mobusiennes pour qu'aujourd'hui, au pouvoir, que nous puissions nous caractériser par la même chose. Mais depuis un certain temps, on voit que cela est devenu récurrent. Vous ne réagissez pas, vous, l'UDPS. Comment ça, on ne réagit pas? Vous ne réagissez pas, vous laissez Mbosso faire chanter le chef de l'État. Vous me voyez. Il est libre de faire ce qui bon lui semble. C'est ça aussi l'état de droit. C'est-à-dire que Mbosso peut dire, moi, Tshisekedi ou rien. Moi, je veux imposer Tshisekedi de toutes les manières que vous voulez. Ok? Il est libre. C'est ça aussi la démocratie. Ok? C'est la démocratie qui le veut ainsi. Il est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il estime être juste. Mais nous avons des principes chez nous. C'est-à-dire, nous parlons d'un état de droit, c'est-à-dire que les principes sociétals, les règles sociétales doivent s'impliquer à tous. C'est ça, en fait, l'UDPS. Est-ce que tout ce que Mbosso veut amener... Ah, on fait maintenant le débat de Mbosso. Non, non, nous sommes en train de finir parce que c'est quand même le chef de corps. Évitons les débats de Mbosso. Non, je pense que si Mbosso... Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne parle pas de Christophe Mbosso en tant qu'individu. Je pense que parmi les thématiques que vous aviez... Oui, je suis en train d'y arriver. On ne parle pas de Christophe Mbosso en tant qu'individu, mais quand même c'est un chef de corps. Voilà pourquoi je voulais parler de Mbosso. Vous voulez insister dans sur ce Mbosso. cadre-là. Vous avez un problème personnel avec Mbosso? Non, pas du tout. C'est juste... J'ai l'impression que vous voulez faire la guerre en Mbosso, vous voulez prendre sa place, par exemple. Pas du tout. Mais il faut attendre 2023. Malheureusement, je ne suis pas député. 2023. Malheureusement, mais ces pratiques-là, est-ce que vous ne constatez pas que ça risque de... Quelle pratique? Parce qu'il a convié officiellement. Nous vous avons dit que c'est une entorse. Mais quand même, vous devez interpeller. Pardon? Vous devez interpeller. On devait. Mais qu'est-ce que vous au sein de l'Union sacrée. Attendez un peu, attendez. Au sein de l'Union sacrée. Attendez un peu, s'il vous plaît. Parce que le chef de l'État... Attendez un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Je sais que si Mbosso nous suit, nous lui disons que ce que vous avez fait ne respecte pas les règles de l'art. Tout simplement. C'est une interpellation. Vous voulez que l'interpellation soit laquelle? Il faut marcher. Même au sein de l'Union sacrée, c'est possible. Vous pensez que les canaux qui sont au sein de l'Union sacrée, vous pensez un homme aussi outillé, aussi activiste d'un état de droit comme Jean-Marc Aboun ne le ferait pas? Il dit, par exemple, ça va être Libanda. C'est possible. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Nous sommes en train d'évoluer. Nous allons prendre le deuxième sujet de cette émission. Nous allons parler de l'état des sièges. L'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis que cet état de siège a été décrété, il a été prorogé 11 fois, si j'ai encore une bonne mémoire. Richard Mpinda, les massacres continuent. On venait de suivre d'ailleurs, il y a de cela 2 jours, des tueries à Rutshuru. Mais quel est le bilan que vous, personnellement, vous pouvez faire de cet état de siège? Vous pouvez dire que je ne suis pas spécialiste en sécurité, mais au regard de ce que nous voyons sur terrain, au regard des informations qui nous sont parvenues,
quel est le bilan que vous pouvez établir actuellement de cet état de siège? Ok. Je voudrais, avant d'y arriver, que nous comprenions d'abord ce que c'est un état de siège. L'état de siège, au terme de l'article 285 de la Constitution, si je ne... Non, 185, si je ne m'abuse pas. 185 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui les consacre, voudrait tout simplement dire que l'administration militaire, plutôt l'administration civile, est remplacée par une administration militaire. Cela sous-entend que la gestion des affaires courantes d'une province sont assurées par les militaires. De même que la guerre, c'est-à-dire qu'on traque les belligérants, on traque les ADF et consorts. On a tendance à croire que l'état de siège, ce n'est seulement que l'aspect militaire. Et pourtant, ça englobe beaucoup de choses. Lorsque vous dites que l'état de siège a échoué, ou que l'aspect, comme les uns le réclament, ils disent qu'il faut mettre fin à l'état de siège, les députés élus du Nord Kivu, ainsi de suite, tout ça. Moi, j'ai une autre lecture. La lecture que je fais, c'est laquelle? J'ai dit tout simplement que nous sommes dans une situation telle que les gens ont été habitués à la fraude douanière, par exemple, qui, à ce jour, sont en difficulté. Il y en a de ceux qui étaient habitués au trafic illicite des minéraux, puisque les militaires s'investissent, ils sont en difficulté. En fait, tout ce qu'ils étaient en train de faire connaît des difficultés et pour eux, ce n'est pas satisfaisant. Curieusement, vous allez vous rendre compte d'une chose. On nous brandit les tueries. On nous brandit l'insécurité. Mais le vrai problème est ailleurs, puisque l'état de siège comporte deux aspects. L'aspect de la gestion de la province et l'aspect militaire. Et il ne se contente que de l'aspect l'aspect militaire. Et cet aspect implique l'autre aspect de gestion de la province. Alors, puisqu'ils étaient habitués à agir de la sorte et qu'ils se sentent aujourd'hui en difficulté, ils veulent amener la population à désavouer l'état de siège. Entre-temps, ils continuent ou qu'ils continueraient à revenir sur cette situation. Vous allez vous rendre compte encore d'une chose. Ils vous disent qu'il faut mettre fin à l'état de guerre. Et en contrepartie, ils vous disent, eh ben, on va, multiplier les opérations militaires. OK? On va multiplier les opérations militaires. L'armée va être beaucoup plus agressive. L'armée va être encore présente. Ce qui voudrait dire que le problème, ce n'est pas l'état de siège, mais c'est plutôt l'aspect militaire qu'il faudrait renforcer, qu'il faudrait améliorer. Ça n'a rien à voir avec l'état de siège. C'est-à-dire qu'ils vous présentent un aspect pour en cacher un autre parce qu'ils savent que leurs intérêts sont compromis par cet aspect. Je vais vous faire, par exemple, je vous prends l'aspect de la gestion de la province. Au jour d'aujourd'hui, lorsque la province était gérée par les civils, prenons par exemple le professeur du Nord Kivu, vous aviez par mois la mobilisation des recettes qui étaient évaluées à 1 million de $. Ils n'allaient pas au-delà des $1 million. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 millions. Et après, ils sont en train d'aller pour éventuellement avoir 3 millions. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi on parle de la mobilisation des recettes? Parce qu'il faut financer les militaires. Parce qu'il faut ici prendre soin d'eux. Il faut les équiper. Il faut de l'argent. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de voir clair de la mobilisation, comment ça se passe. Il y a des endroits, de lieux où personne ne pouvait passer, par exemple. Vous prenez le triangle de la mort. Le triangle de la mort, si vous êtes suicidaire, vous y allez. En y allant, soyez-en sûrs et certains que vous n'allez plus retourner. Aujourd'hui, c'est la province qui est en train d'être recouvrée. C'est-à-dire, on a recouvré cet aspect des choses-là au Grand Nord et facilement, vous pouvez y aller et vous sentir en sécurité. Mais curieusement, ces députés-là n'en parlent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont réputés complices. Donc, selon vous, c'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Croyez-vous que ces députés-là qui réclament la fin de l'état de siège sont complices de l'insécurité à l'est du pays? Mais vous devriez en principe jeter aussi des fleurs à Mbosso. Lui, il l'a dit. Il a dit quitter les groupes armés. Là, vous ne le dites pas. Lorsqu'il l'a dit tel qu'il l'a dit, vous ne voyez pas les dictateurs. OK? À ce moment-là... Il n'a jamais cité le nom, il n'a jamais déféré quelqu'un devant... déposer le dossier devant la justice, quand même. Il a reçu les renseignements venus des services étrangers et des services nationaux. OK? Ce n'est pas à lui. Lui, il a reçu les informations. Mais ce sont ces services-là qui doivent saisir les pouvoirs judiciaires. Est-ce que vous savez que beaucoup de structures d'appui et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, qui sont là à l'Est, qui pilient, ainsi de suite, tout ça, OK, financent aussi la guerre à l'Est de la République. Si vous lisez Grace Nchunza,
Maître Grace Nchunza, il a écrit tout un ouvrage là-dessus où il a démontré comment les structures, les organismes internationaux qui sont là, qui financent, qui arment les rebelles, ainsi de suite, tout ça. Donc aujourd'hui, vous êtes d'avis avec la déclaration du chef de l'État aux Nations Unies, l'état de siège continuerait. Exactement. Exactement. Moi, je pense que, en fait, c'est peut-être parce que les amis ont... il faudra encore revenir et faire une nouvelle requête sur la loi de l'habilitation. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir, les prérogatives de proroger l'état de siège au gouvernement de la République. Et je pense qu'ils vont y aller jusqu'à ce qu'on mette fin à ça. Puisque qu'est-ce que vous nous proposerez comme solution? Autre que ça. Parce que les dialogues communautaires, j'ai suivi un député les dire comme ça, on en a fait beaucoup. D'ailleurs, si vous savez, Vital Kamerhe a reçu son surnom de pacificateur à cause de ça. Mais quel en est le résultat? Est-ce que l'Est a été réellement pacifié? Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a des complices, des gens qui en profitent. Et ici, je salue un message qui avait été donné par le Conseil spécial en matière de sécurité François Beya. Vous vous rappellerez à l'époque, quand il est allé signer certains accords au Rwanda, lors d'une conférence, il a dit « Nous le faisons en dépit du fait que beaucoup, la communauté nationale ne veulent pas à ce que nous puissions nous mettre ensemble, échangeons sur le développement de la République. » Les Congolais oublient vite. Hein. C'est-à-dire qu'il avait annoncé quelque chose. C'est-à-dire que c'était courageux au président de la République d'aller signer cet accord-là. OK? C'est-à-dire gagnant-gagnant. Au lieu de venir nous faire la guerre, vous prenez ça, nous prenons ça en retour. Maître Richard Mpinda, avec les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler un tout petit peu de la situation au sein de votre parti politique, l'UDPS. Nous avons suivi Victor Wankwenda, qui est président de la Convention démocratique, a été porté à la tête du directoire. Conformément à l'article 26 de vos statuts, il y a également Jacquemain Chabani, qui est le président de la commission électorale permanente. Donc, aujourd'hui, on peut dire que vous personnellement, vous êtes satisfait de voir que l'UDPS doit être remis à l'ordre statutaire. Je pense que le cadre est mal choisi parce que je suis de l'UDPS et que, vous le dites bien, que ce sont des problèmes de l'UDPS et je pense que ces questions devraient être abordées au sein de l'UDPS. Ces problèmes ne vous concernent pas, monsieur le journaliste, c'est-à-dire que s'il y a un souci ou pas du tout, ce sont des problèmes qui doivent être résolus à notre niveau. Mais si ça ne concernait pas les journalistes, Victor Wankwenda et les autres n'allaient pas inviter la presse pour il vous a donné l'information. Quant à mon appréhension par rapport à cette question-là, je me réserve, je me refuse d'en parler sur la place publique. Vous refusez d'en parler sur la place publique, mais j'aimerais quand même vous poser une question tendancieuse, vous allez permettre. Que pensez-vous, vous êtes un membre de l'UDPS, vous connaissez bien vos statuts, que pensez-vous de l'article 26 de vos statuts? De vous à moi, vous attendez à ce que je vous donne quoi comme réponse? Votre point de vue, mon point de vue vous a été donné. C'est-à-dire que ce sont des questions qui relèvent de mon parti, du cuisine interne de mon parti. Comment voulez-vous que j'en parle sur la place publique? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sais que nous avons les institutions habilitées. Vous avez peur de représailles ou quoi? Vous parlez de quoi comme représailles? Vous êtes de l'UDPS Kabound Kabouya ou de Wankwenda? Je suis de l'UDPS Bar Tshisekedi. Et l'UDPS Bar Tshisekedi... Est-ce que vous savez que l'UDPS Bar Tshisekedi a en son sein Wankwenda, Jacquemain Chabani, Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya et nous tous. Mais depuis qu'ils sont divisés, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas... C'est vous qui pensez que nous sommes divisés et pourtant nous ne le sommes pas. Mais c'est un secret Non, attendez un peu s'il vous plaît. Vous savez, c'est une culture que vous n'avez pas. Récemment, ici, vous avez suivi comment est-ce que nombreux ont été radiés du FCC. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Nombreux ont été radiés du FCC pour avoir pris soit telle ou telle position. OK? Mais moi, je vous informe qu'à l'UDPS, l'exercice de la démocratie existe. Lorsque le président Haï de l'UDPS dit, par exemple, le président Jean-Marc Kabound, il déclare pour dire ceci, que la gestion du RAM
relève du président de la République. Vous avez vu ma réaction? J'ai dit non. Ok? C'était déjà en contradiction. Je devais déjà subir des représailles. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe à l'UDPS. La l'UDPS, c'est le temple de la démocratie. Mais Paul Tshilombo et Jacques Chabani ont été suspendus par Jean-Marc Kabound. La question que vous deviez vous poser, c'est de savoir, est-ce que Jean-Marc Kabound ou Jean-Marc Kabound est-il habilité à suspendre ou pas du tout? Et si c'est centre dans ses prérogatives, j'ai dit quoi de plus normal? C'est-à-dire que vous soulevez un faux débat. Si problème il y a, c'est-à-dire que c'est au sein de l'UDPS que nous allons le régler. Mais depuis 2019 jusqu'à présent, ce problème de l'intérim de Kabound n'a jamais été résolu. Nous parlons de l'exercice de la démocratie, chose que vous avez du mal à comprendre. Vous, apparemment. La démocratie dit aussi état des droits dit respect des textes. Exactement. État des droits et respect des textes. Oui. Et l'état des droits implique aussi que nous soyons dans un cadre bien défini, circonscrit, avec les organes du parti pour résoudre ce problème-là. Jusqu'à quand? Écoutez, ça évolue tel que l'UDPS le voudrait. Nous n'allons pas vous dire dans 2-3 semaines, c'est l'UDPS. L'UDPS gère les quotidiens du parti selon les textes du parti. Qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, nous attendons si l'équipe de Victor Wankwenda va organiser ce congrès tant attendu. Nous ne savons pas encore si ça sera organisé sans Jean-Marc Kabound. C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Parce que jusqu'à présent, Jean-Marc Kabound est toujours président intérimaire de l'UDPS, alors que ce poste n'est pas statutairement reconnu au sein du parti. Maître Richard Pinda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous vous avez 1 minute pour conclure. Oui, je conclus en disant ceci. Je n'insisterai assez sur cette question, la question du développement de la République. Le développement de la République doit être appréhendé ou aperçu, j'allais dire, comme un enfant qui naît d'un père qui a 50% Mukongo, Muswahili, Muluba, Mungala. Et d'une mère, de la même manière aussi, qui est née de 50% d'un Mukongo, d'un Mungala, d'un Muswahili, d'un Mukongo. L'enfant développement de la République démocratique du Congo n'a pas de coloration tribale, n'a pas de coloration ethnique. Arrêtons un peu avec cette distraction que nous avons tendance à nous laisser influencer ou berner par ceux qui veulent le pouvoir juste pour se plaire à eux-mêmes ou pour exécuter les plans machiavéliques de ceux qui les commandent, ceux qui sont contre le développement de la République. Mettons notre intelligence ensemble pour résoudre le problème de Congolais. Le problème de Congolais n'a pas non plus de coloration politique, c'est-à-dire Union Sacrée, Ensemble pour la République, FCC et autres, la MOUCA. Nous pouvons nous mettre ensemble, mettre les idées ensemble au sein des institutions pour éventuellement assurer le développement de la République. Et pour y arriver, il faut une bonne volonté. Et la bonne volonté permettrait à ce que l'action adéquate puisse être menée pour que nous puissions avoir le résultat qu'il faut. Voilà, merci beaucoup. C'était le message de Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS, initiateur de la structure Yabiso Pinda. C'était lui notre Pourquoi invité. Vous aimez dire initiateur au lieu de dire tout simplement président de la plateforme? Je ne sais Quand pas. vous dites non, je comprends. Vous avez encore des séquelles d'initiateur du PPRD. Mais non. Joseph Kabila. Il est venu de qui? Et initiateur de... Non, je vous dis, vous ne m'avez d'ailleurs pas posé la question de savoir. Ce sont ceux qui sont au sein de la plateforme. Yabiso Pinda qui connaissant la signification de ce concept-là et qui en ont décidé ainsi. Merci beaucoup, président de Yabiso Pinda. Voilà. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention le message de Maître Richard. Abat le tribalisme. Congo, Mungala, Muluba, Muswahili, tous nous sommes Congolais. Mettons-nous ensemble pour le développement de notre pays. Et c'est comme ça que nous allons développer notre pays. C'est comme ça que nous allons sortir notre pays de la crise. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a aidé à parvenir chez vous. On se retrouve au prochain numéro pour un nouveau numéro de votre émission Tour du Plan. C'est déjà pour bientôt. Au revoir.